Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Voici les titres de ce lundi 6 février. 24 sur 24, l'Union décroche la totalité des sièges du Conseil national. Une victoire nette pour Brigitte Boccon-Pagès et ses colistiers et une participation historiquement basse, 57% seulement. Réaction dans ce journal. Plus rapide, plus sûr et plus écologique, la signature électronique se déploie en principauté. Les clients de Monaco Télécom pourront bientôt en profiter et ce n'est que le début avec la mise en place par le gouvernement d'une démarche en ligne pour les entreprises. C'est la journée internationale sans téléphone et pourtant impossible de décrocher. Les portables ont bouleversé notre façon de communiquer et de travailler. David Saint-Vincent, psychologue addictologue, nous en dira plus. Carton plein ce dimanche en sport, les Monégasques ont brillé sur tous les terrains. Victoire sans appel en basket, en foot et en tennis. Images et résultats dans ce journal. Les urnes ont parlé, les 24 sièges du Conseil national seront occupés par les candidats de l'Union emmenés par la présidente sortante Brigitte Boccon-Pagès. Déception pour Nouvelles Idées pour Monaco qui ne sera pas représenté dans l'hémicycle. Un scrutin marqué par une abstention record. Récit de cette élection et de son dénouement dans la nuit avec Émilie Rousseau. Donc les 24 candidats de l'Union nationale monégasque sont élus. La victoire est sans appel. Les candidats de l'Union sont les grands vainqueurs de ces élections nationales. Les sièges de l'hémicycle seront tous occupés par la liste emmenée par Brigitte Boccon-Pagès. Je tenais à remercier bien sûr toute mon équipe, tous mes colistiers qui ont participé dans cette belle campagne, mais aussi remercier tous les Monégasques qui sont venus nombreux aujourd'hui nous apporter leur soutien. Vraiment, je suis formidablement fière de toute cette communauté monégasque qui nous a accompagnés aujourd'hui toute la journée. Cette joie de l'Union contraste avec la déception des candidats de la liste Nouvelles Idées pour Monaco, conduite par le doyen du Conseil national, Daniel Boéry. C'était très difficile. Vraiment, je ne m'attendais pas à cette difficulté. Mais finalement, nous étions 14. Ce n'était pas suffisant. Mais néanmoins, je crois que tout le monde a donné. Monaco a un visage beaucoup plus démocratique qu'il risquait d'avoir. Donc finalement, bon, il y a un peu de tristesse dans mon chemin. Mais en même temps, je crois qu'on a fait ce qu'on devait pour le pays. Et pour mieux comprendre ce scrutin et ses enjeux, nous avons suivi cette journée électorale à l'espace Léo Ferré où 7594 électeurs étaient appelés aux urnes. Moi je suis venu directement, j'étais sur Paris et je suis descendu samedi soir pour être ici et voter pour le national. La possibilité, au travers d'eux, d'exprimer ce que les Monégasques ressentent, les besoins de savoir ce qui se passe voilà. Au pays aussi également. L'organisation de ces élections était confiée à la mairie de Monaco. On a pratiquement tous les 20 services de la mairie qui sont aujourd'hui depuis des mois en amont dans l'organisation de ces élections. Même ce jour, nous avons sur place 122 personnes. Donc vraiment beaucoup de personnes qui sont là présents et puis évidemment l'espace Léo Ferré où nous sommes. 22 tables au total étaient réparties dans cette salle de l'espace Léo Ferré pour accueillir 4348 bulletins de vote. Ceci représente un taux de participation de 57,26%. C'est beaucoup moins que lors des dernières élections de 2018. Il est minuit 55 quand le maire de Monaco proclame les résultats. La liste L'Union se révèle être le grand vainqueur de ces élections nationales. Nathalie Amorati-Blanc récolte le plus de suffrages avec 3164 voix. Je suis très heureuse, je suis très honorée de cette confiance des Monégasques. Mais je pense qu'avant tout, c'est une victoire d'une équipe. Derrière une autre femme, qui était notre leader pendant toute cette campagne et pas que pendant cette campagne, Brigitte Boccon-Pagès. Je n'oublie pas aussi celui qui nous a amenés là, et qui nous a porté quand même depuis ces 5 dernières années, à arriver à ce score. C'est aussi Stéphane Valéry, qui a donné cette impulsion. On m'a souvent dit, tu l'as voulu la bicyclette, maintenant il faut pédaler, donc on va tous pédaler ensemble et je pense qu'on va faire du bon travail. À bientôt 32 ans, Mathilde Leclerc devient, elle, la Benjamine de l'hémicycle. Il y a 5 ans, j'étais déjà Benjamine aux élections, mais je n'avais pas été élue sur la liste de Béatrice Fresco-Rolfo. Et là, je suis vraiment contente
de pouvoir faire partie de cette nouvelle mandature. Et surtout, c'est une fierté parce que c'est derrière la première présidente du Conseil national qui est élue. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de nouveau et une véritable fierté de pouvoir être derrière Brigitte Bocon-Pagès. Et les nouveaux élus se réuniront le 16 février prochain pour le jour d'installation du Conseil national et l'élection de la présidence. Un pas de plus dans le déploiement de la signature électronique. La semaine dernière, le gouvernement princier annonçait la mise en place d'une démarche en ligne pour permettre aux entreprises d'obtenir un certificat de signature. Aujourd'hui, c'est la concrétisation d'un partenariat qui va permettre aux clients de Monaco Télécom de signer électroniquement leurs documents. Le reportage de Christine Datomel sur des images de Sylvain Péroumal. Ce nouveau partenariat de Monaco Télécom avec Painaply permet de simplifier une fois encore le quotidien des utilisateurs. Aujourd'hui, Monaco Télécom a mis en place un service de signature électronique. C'est un processus plus simple, rapide, et puis qui permet d'éviter d'imprimer inutilement des contrats et qui permet aussi pour les clients de stocker et d'archiver leur contrat directement dans leur ordinateur ou dans leur téléphone. Et puis pour nous aussi de l'archiver de façon complètement sécurisée. Vous l'aurez donc compris, un nouveau service plus simple et plus pratique pour la clientèle de Monaco Télécom. Un service qui s'appuie sur l'identité numérique monégasque, une infrastructure souveraine et sécurisée mise en place il y a 2 ans en principauté pour notre écosystème digital et qui est basé sur 3 piliers. Premièrement, elle est régalienne, c'est-à-dire qu'elle est délivrée par des services de l'État et elle est associée au titre physique, la carte d'identité pour les monégasques et la carte de séjour pour les résidents. Elle est sécurisée, deuxième pilier, et elle protège les données de ses utilisateurs puisque ces données sont stockées sur la principauté de Monaco et elles sont sous loi monégasque. Et puis enfin, elle permet un accès simplifié et une expérience plus fluide des services publics et des services privés. À noter que si vous aussi vous souhaitez faire comme Monaco Télécom, sachez que les entreprises peuvent commander leur signature électronique auprès de la DEE via le téléservice dédié disponible sur Mon Guichet. Et pour les particuliers qui n'ont pas encore pu retirer leur nouvelle carte d'identité numérique, sachez que même si votre carte actuelle n'est pas encore arrivée à échéance, les monégasques pourront se rendre auprès de la mairie pour retirer leur nouvelle carte associée à l'identité numérique et les résidents peuvent quant à eux se rendre à la direction de la Sûreté publique pour leur carte de résident. Un dimanche de rêve pour le sport monégasque avec 3 succès en tennis, en foot et en basket. On commence par la très large victoire de la Roca Team en Betclic Elite, 103-81 face au Paris Basket. Une démonstration qui permet à l'ASM de creuser l'écart en tête du classement, 16 points d'avance sur le deuxième Boulogne-Levallois. En football, tout s'est joué dans le premier quart d'heure pour Monaco qui se déplaçait sur le terrain de Clermont. Un premier but signé Guillermo Maripane à la 3e minute et un deuxième but, toujours de la tête, 10 minutes plus tard, inscrit par Brel Mbolo. Score final 2-0. Les Monégasques profitent de la défaite de Rennes pour consolider leur 4e place avant de défier le PSG samedi à 17 h au stade Louis II. Et puis l'aventure continue pour Monaco en Coupe Davis après la victoire 3-0 face à la République dominicaine. Romain Arneodo et Hugo Nice ont offert le dernier point en l'emportant en double 7-6, 6-3. Les Monégasques joueront en septembre prochain les phases finales pour tenter de rejoindre le World Group 1. Un chiffre à méditer en cette journée internationale sans téléphone. Nous passons 3 heures par jour en moyenne sur l'écran de notre portable. Il est devenu une extension de nous-mêmes. Il nous sert à communiquer, à travailler, à photographier, à nous informer, à écouter de la musique ou encore à regarder des vidéos. Et vous, pourriez-vous vous en passer? Et que représente-t-il pour vous? On vous a posé la question. Très compliqué, professionnellement parlant, évidemment. Après, on peut très bien s'en passer, je l'avoue, parce que en étant régulièrement en week-end à la montagne, j'avoue que je m'en passe vraiment volontiers, mais professionnellement, non. Je le souhaiterais, mais avec le travail, c'est impossible. Et alors, qu'est-ce qui représente pour vous ce téléphone? La communication, plus qu'autre chose. Après, il y a du divertissement, mais je pense qu'il y a le meilleur comme divertissement, donc je préfère le garder professionnellement. Le téléphone, c'est un moyen de communiquer, de se tenir informé et de pouvoir, et c'est dans mon métier, de pouvoir l'utiliser afin de communiquer très simplement. M'informer et communiquer.
Ça risque d'être très dur. De nos jours, c'est très dur, ouais. Qu'est-ce qui représente pour vous ce téléphone? Ben, tout. En cas de problème, pour mes enfants, si l'école m'appelle, on l'a tout le temps sur nous au moins. Oui, je pourrais me passer mon téléphone parce que je peux faire d'autres choses. Et alors comme quoi par exemple? Jouer au foot par exemple, sortir, aller manger dehors. Ouais, visiblement, il y a donc encore de l'espoir. Bonsoir David Saint-Vincent. Bonsoir. Vous êtes psychologue, addictologue. Une journée sans téléphone portable, à quoi ça sert au juste? Oh, bah, ça sert à essayer de voir ce qu'on peut faire et surtout à quel point il peut être difficile parfois de se séparer d'un objet qui centralise beaucoup de choses dans notre vie de tous les jours. Mais c'est bien de pouvoir savoir si on peut faire sans, voilà, si on arrive à contrôler, à gérer sans. Comment expliquez-vous que le téléphone ait pris autant de place dans nos vies? Tout simplement parce qu'il concentre beaucoup d'applications qui nous servent à gérer notre vie, que ce soit l'agenda, les rendez-vous téléphoniques. On est quand même à une époque de l'hypercommunication, donc pouvoir être joignable à tout instant et partout, c'est très moderne. Personnellement, si j'ai pas mon agenda, mes contacts, mes groupes WhatsApp, j'avoue que ma sociabilité en prend un coup. Et il a aussi profondément changé notre façon de travailler avec les mails et les messageries instantanées. Pour le coup, pour parler de moi dans mes activités, si j'avais pas mon téléphone, je serais complètement perdu, oui. On est bien d'accord. Et puis pour vous, en tant que journaliste, j'imagine aussi volontiers. Effectivement. Alors on reproche souvent aux enfants et aux adolescents de passer trop de temps devant les écrans, mais les adultes ont une part de responsabilité selon vous? Elle est évidente. Suffit d'aller dans une salle d'attente de médecin, vous verrez qui a le premier le téléphone devant le nez. C'est souvent les parents qui attendent. D'ailleurs, ça peut être intéressant de voir si on peut pas meubler ce temps d'attente autrement. Quels conseils nous donneriez-vous pour lâcher prise, ou tout du moins pour réduire cette dépendance? Déjà, s'aménager des temps où on peut faire sans, tout simplement, où on détermine, alors soit familialement, soit individuellement, à quel moment il est préférable de mettre le téléphone de côté pour mieux profiter du reste, parce que l'idée c'est aussi de pouvoir profiter du reste surtout, et de réaliser à quel point peut-être certaines activités sont pas forcément toujours indispensables, et puis en parler entre soi, un peu comme le Dry January nous l'a montré avec la question de l'alcool. Faire une pause signifie pas forcément être abstinent pour toujours et à jamais, mais simplement voir un peu dans quelle mesure cette consommation peut être plus une habitude qu'un réel besoin ou un réel plaisir. Vous nous dites qu'il faut réapprendre à nous ennuyer, c'est-à-dire? Dans un temps où au XXIe siècle, la temporalité est toujours de plus en plus comprimée, on est chacun entrepreneur de soi-même, on doit toujours combler chaque moment de vide pour être hyper productif. On perd l'intérêt aussi, on perd de vue l'intérêt de s'ennuyer. Je pense que beaucoup de grandes découvertes ont été faites à la fois par les erreurs et aussi par le fait qu'à un moment donné, on est dans des moments de vague, des moments de doute, des moments d'ennui. Et ces moments peuvent être aussi féconds. Sans téléphone portable, donc. Merci à David Saint-Vincent. Merci à vous. On va essayer de suivre vos conseils en écoutant par exemple de la musique. Chaque année, les élèves de l'Académie Régnier 3 découvrent et votent pour des artistes ou des groupes contemporains. C'est le coup de cœur des mélomanes proposé par la Fondation Prince-Pierre. Le reportage de Vanessa Dessy sur des images de Jean-Alexandre Dordet. Être en immersion totale au sein de la musique contemporaine, le coup de cœur des mélomanes récompense un artiste ou un ensemble musical prometteur qui a fait preuve de talent et de créativité dans le monde de la musique. Chaque année, le conseil musical de la Fondation Prince-Pierre propose une liste bien précise aux élèves. On est parti d'une dizaine d'œuvres, les professeurs en ont conservé 3, les élèves vont les écouter. Alors ils ont plusieurs temps d'écoute, c'est-à-dire qu'ils bénéficient déjà tout le long de l'année de cours de musique, de cours de culture musicale, de cours de, comment dit-on, on dit plus solfège, d'éducation musicale, etc., qui les amènent déjà à cette pratique active de l'écoute de la musique. Ils bénéficient de cours particuliers pour une meilleure ouverture à l'écoute de la musique contemporaine, des clés d'écoute en fait, et ensuite ils font les écoutes proprement dites, ils en parlent, ils votent, ils choisissent, c'est un jury en fait. L'œuvre coup de cœur est donc sélectionnée par les élèves de l'Académie de musique Régnier 3 avec des échanges quelquefois inattendus. Oui, je crois que les 2 dernières
fois où les élèves ont voté, on était évidemment contents, mais évidemment surpris du côté purement musical. Ce qui est très intéressant, comme le disait Jean-Charles Curot, c'est de voir quel compositeur va être choisi par ces jeunes élèves qui sont évidemment sensibles à une certaine écriture de musique contemporaine. Donc ça, pour nous, c'est quand même très intéressant de voir comment l'oreille finalement de nos jeunes évolue et qu'est-ce qu'ils aiment et ce qu'ils apprécient. Cette initiative permet donc à ces jeunes musiciens de renforcer leur développement cognitif et leur éducation artistique. Moi, j'aime bien la musique électroacoustique, surtout la musique contemporaine, et j'en ai déjà joué, c'est très joli. Et j'aime beaucoup aussi quand on nous fait voter parce que je trouve ça important de faire participer des élèves. Ça nous a permis de découvrir d'autres styles musicaux qu'on n'apprend pas forcément dans un cadre académique. Et donc j'ai trouvé que c'était quand même une bonne initiative qui nous a permis de découvrir autre chose que notre milieu à l'académie. Ouais, j'ai trouvé ça super bien parce que ça nous permet aussi de connaître d'autres compositeurs que ceux qu'on connaît déjà. Et leur style de musique est très beau, donc ça permet de découvrir de nouvelles choses. Avec mon instrument, je fais beaucoup de contemporain et j'adore. Mon instrument, c'est la mandoline. Et là, je me suis mis à l'électroacoustique il n'y a pas longtemps. Et justement, de voir d'autres compositeurs, voir ce qu'ils font, ça m'aide à apprendre. Et surtout, je pense que le fait qu'on puisse voter, ça montre à quel point, les types de musique qu'on préfère en tant qu'élève et qu'est-ce qu'on fait comme instrument, et voilà. Le coup de cœur des jeunes mélomanes sera annoncé traditionnellement lors de la cérémonie de remise de prix de la Fondation Prince-Pierre en fin d'année. Du vent, beaucoup de vent. Aujourd'hui, les rafales ont atteint les 70 km/h par endroit. Regardez ces images tournées cet après-midi par Sylvain Péroumal. Bonsoir Chrisinda. Est-ce que ça va continuer de souffler demain ? Eh bien demain, Sébastien, il y aura encore plus de vent qu'aujourd'hui. Des rafales à plus de 40 km/h traverseront la région et les températures seront fraîches. Comptez 8 degrés seulement pour les maximales et 4 degrés pour les minimales. Le vent soufflera d'ailleurs les nuages qui s'installeront dans la matinée pour laisser apparaître un beau ciel bleu l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h38 et se couchera à 17h50. Demain, nous fêterons les Eugénies. Merci Chrisinda. On se quitte justement avec des photos de nos côtes balayées par les vents et ces vagues impressionnantes. Instant capté par Stéphane Dana et Anaël Ibarra-Lamila. On se retrouve demain pour le journal. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.